en direct avec Gladys Sambor, qui est argentine, mais qui vit en France depuis un certain temps. En fait, elle a dû arriver en France quand moi je suis né. Alors, est-ce que c'était pour me voir qu'elle a fait ça? Je ne sais pas. Mais ceci est une autre histoire, comme disait Rudyard Kipling. Elle est au Festival du film social et ouvrier Camo, 8e édition. Qu'est-ce que vous foutez là? Quelle bonne question, mais quelle façon de la poser. J'étais invitée à ce festival par des amis de Carmont et par le fait que je suis argentine, on m'a invitée à choisir un film argentin relativement récent et à animer le débat après le film. J'ai choisi L'enfance clandestine et c'est une autre facette de la lutte révolutionnaire. C'est l'expérience d'un enfant de 11 ans qui doit changer d'identité parce que les parents reviennent en Argentine pendant la période de ce qui a été appelé la contre-offensive. L'enfant, il doit opter pour un autre nom, il va à l'école sous un autre nom. Il ne peut pas expliquer, il ne peut pas dire qui il est. Sinon, voilà. Il ira en prison. Ou alors il retrouverait les parents? Pas vraiment en prison. Les parents risquaient de se faire tuer. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que les films enseignent. Le film est basé sur une histoire réelle. Je crois que sauf une partie de la fin, tout est basé sur des faits réels. Donc, alors, vous le trouvez bien ce film, cinématographiquement parlant, au-delà de l'histoire qui raconte, qui est un peu la vôtre, pas en même temps, puisque vous aviez 17 ans? Oui, mais c'est pas un peu. L'histoire de ces garçons est très différente de la mienne. Et déjà, j'étais jeune aussi, mais j'étais plus âgée que lui, j'avais 17 ans. Lui, il n'a aucun choix, il n'a qu'à suivre ses parents. Moi, j'avais choisi d'être militante et c'est ce qui a fait qu'on m'a mis en prison. Alors, militante quoi? J'étais militante communiste à l'école secondaire. Ah oui, ben alors, évidemment. Oui. Et puis j'étais dénoncée par ma professeure d'histoire. J'étais dénoncée à la directrice de l'école. La directrice de l'école m'a dénoncée à la police. On m'a arrêtée et ça m'a valu presque 3 ans de prison. Et j'ai pu quitter la prison à condition de quitter le pays. La France m'a offert l'asile politique. Oui, parce que là, pour le coup, c'est de l'asile politique. C'est de l'asile politique. C'est une notion floue, c'est pour ça maintenant. Non, moi, au moment, c'est-à-dire. Militante communiste, vous avez été torturé? Oui. Je demande ça parce qu'on parlera d'Alberto Marcart. Moi, j'ai particulièrement subi l'isolement, et l'isolement est une torture. Une torture. Je me permets juste de faire une petite correction. Je n'habite plus en France. Oui. Ah. Non, parce que là vous êtes à Carmaux, c'est pas en France. Non, mais dites-moi. C'est en France, mais je n'y habite plus. Vous habitez où? Et moi, j'ai vécu pendant 10 ans en exil en France. Et depuis 32 ans, j'habite en Suisse. D'accord. Étant d'origine suisse, venant d'une famille d'origine suisse, je suis allée m'installer là-bas. Juste une petite précision. Oui, voilà. C'est très bien. J'ai une amie en Suisse, mais on en reparlera plus tard, ce n'est pas le sujet. Alors, faut donner les dates et qui était le dictateur en question, c'est important. Déjà, moi, dans mon cas, ce n'est pas les dictateurs qui m'ont arrêté, c'est sous le gouvernement de María-Estela Martínez de Perón. C'était un gouvernement constitutionnel, c'est elle qui a, qui a déclaré l'état de siège en octobre 1974, qui a arrêté, qui a promu une loi, la loi 20-840, si mes souvenirs sont bons, c'était la loi de la sécurité nationale. Et sous l'état de siège, tout citoyen perd absolument toute garantie. L'État peut faire des citoyens droit, ce qu'il décide. Et ça a été le cas avec moi. Ils m'ont arrêté.
Et j'étais militante, absolument, j'étais militante à l'école, engagée depuis facilement 2 ans dans un parti de gauche, un parti communiste, n'est-ce pas? Mais rien de ce que je faisais n'enfreignait la loi. D'accord. Mais malgré cela, ils m'ont gardé en prison suite à cette loi, d'autant plus qu'un an après mon arrestation, il y a eu les coups d'État militaires. Et là, bien évidemment, les choses se sont aggravées en Argentine. Voilà. Donc, avant la dictature tout court, il y a eu un prélude à la dictature. Un prélude. Et ça s'est monté sur combien d'années, ce prélude? On peut parler de 1974, c'est la mort de Perón et la confrontation entre les groupes nationalistes qui les soutenaient et les groupes d'extrême gauche. Grosso modo, ça a créé un climat assez insoutenable. Et bon, grosso modo, c'est pas... Est-ce que comme au Chili, il y avait un peu la CIA derrière? Je demande, hein. Je crois que ça n'a pas été aussi flagrant qu'au Chili. Je crois qu'au Chili, il y a eu oui, c'est un coup d'État, là, carrément. Il y a eu une intervention directe. Peut-être qu'en Argentine, ça n'a pas été aussi direct. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de capitaux d'entreprises américaines. Oui, qui a été nationalisé, qui justifie une intervention de la United Fruit et de la ITT. Voilà. D'accord. Non, je connais bien le Chili et cette partie de... Oui, moi j'ai vu qu'il y avait une dictature en Argentine quand elle est tombée après les Malwines, à peu de choses près. Hein. Después de las Malvinas. Oui. Donc Galtieri, tout ça, enfin voilà. Vous étiez fort jeune. Oui, moi j'avais 1 an en 74. D'accord. Là j'en ai 49 pour vous donner une idée. Oui. Donc, je suis beaucoup plus âgée que vous. Même si à l'époque j'étais encore très jeune. Alors l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est exilé en France? On continue à s'impliquer politiquement, on retrouve des collègues argentins, mais pas que, parce que... Qu'est-ce qu'on fait? Chacun décide de faire ce qui lui semble bon. Moi, j'ai arrêté toute activité politique. En arrivant en France, j'ai rencontré d'anciens camarades, mais non, je me suis éloignée. Je pense que j'étais dans un état assez lamentable quand j'ai quitté la prison. C'est pas pour rien que mon livre s'appelle Brisé. L'isolement m'a fait énormément de mal, et la vie avec mes camarades ne m'a pas aidé dans le sens que j'étais seule militante de mon parti, un peu isolée, oui, parmi les autres camarades qui étaient d'autres tendances politiques, ça ne m'a pas aidé. On n'avait pas les mêmes points de vue. Et voilà, arrivé en France, j'ai pas voulu continuer d'activité politique et j'ai consacré plusieurs années aux études, et puis je me suis consacrée à travailler, à vivre, à me reconstruire parce que j'étais, je répète, dans un triste état. Et la vie en exil est loin d'être facile. Il est très difficile d'expliquer en quoi consistent les difficultés parce qu'elles ne sont pas toujours concrètes, elles sont plutôt abstraites. Elles se passent plus au niveau psychologique et moral que physique, même si physiquement j'étais sortie de la prison horriblement affaibli, avec un organisme qui ne fonctionnait plus. Il m'a fallu des années pour mettre un peu d'ordre chez moi. Et puis, comme je dis souvent, ce qu'on a subi, la souffrance qu'on en a gardée, elle ne restait pas, elle ne se situe pas au niveau de la tête, mais elle est ancrée dans chacune de nos cellules. Et maintenant encore, vous êtes hanté par ce moment-là? Pas hanté, non, je crois que c'est un grand mot. Il y a des choses, mais ça, je crois que c'est un peu le propre de tout être humain. L'être humain est toujours victime de son passé, on va dire, quel qu'il soit, n'est-ce pas? Et non, je ne crois pas être hanté. Et si je pense que la prison a divisé ma vie en deux, et les handicaps
physiques avec lesquelles j'ai quitté la prison, physiques et psychiques, et ont fait que mes choix de vie ou mon combat pour la survie ont énormément marqué ma vie. Et ça a été une vie qui n'a pas été, comment dire, conventionnelle. Vous avez fait une famille J'ai eu un enfant. Oui. J'ai eu un enfant, j'ai un fils. J'ai un fils. Vous en avez l'air contente, vous souriez pour la première fois de l'interview. Je l'aime, je l'aime. Et du coup, qu'est-ce qu'il a gardé de ça de vous? Est-ce qu'il est au courant? Il a dû briser? Je ne sais pas, vous lui avez raconté? Mon fils, moi, c'est un sujet que je n'ai pas encore épuisé. Et je pense que mon fils a souffert de ce que j'ai vécu. C'est un sujet dans lequel je n'aimerais pas trop rentrer. Alors, est-ce que vous êtes retourné en Argentine? Oui, très souvent. Bon, d'abord, il y a eu 5 ans pendant lesquels nous n'avions pas le droit de rentrer. Et en 1983, il y a eu des élections démocratiques et à partir de là, tous les réfugiés, tous les exilés ont eu le droit de rentrer, chose qu'on a faite. Mais je n'ai pas voulu rester. J'ai décidé de continuer ma vie, la vie que j'avais commencée, la nouvelle vie que j'avais commencée. Et avec le temps, j'ai pu y aller de plus en plus souvent. Et vous aviez encore de la famille là-bas que vous revoyez? J'avais et j'ai encore. Ouais. J'ai toute ma famille en Argentine. Ensuite, ma mère a vieilli. Il a aussi fallu y aller pour m'occuper d'elle. C'était la vie évolue comme celle de tout le monde. Hein. On avait un âge. Ensuite, on occupe une autre position dans la structure familiale. Et avant, j'étais la plus jeune, il y avait peut-être la fratrie qui s'occupait de moi, ensuite c'est moi qui ai commencé à m'occuper de ma mère, et voilà, la vie change, Et maintenant, les problèmes en Argentine sont un peu différents, quand on y va, on est triste pour la situation. Oui, c'est crise sur crise. Oui, absolument, c'est crise sur crise. Quand j'ai rencontré des amis argentins, c'était déjà la crise, c'était en 97, enfin un an après, à peu de choses près. Puis après, au prorata que je les appelais, bon, on est en crise, mais en crise comme la crise d'avant ou la crise d'après? C'est crise sur crise, c'est la brèche, je ne sais pas comment ils disent, le gap entre une partie de la population et l'autre partie. Et oui, c'est pas très gai. J'ai des amis avec qui on a des compatibilités idéologiques, politiques, ils disent que c'est aliénant. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire avant de terminer cette interview qui serait urgent de dire, sinon auquel cas je passerais pour un mauvais journaliste, parce que de toute manière c'est le cas. Mais on ne sait jamais, on peut peut-être sauver un truc. Mais qu'est-ce qu'il faut? Une question ou quelque chose que vous voudriez dire? Que moi je voudrais dire. Ouais. Ben, en tout premier, vous remercier pour votre intérêt, que vous êtes un mauvais journaliste si vous avez envie de le dire. C'est pas moi qui le dis, je signe pas. Non, vous êtes très sympathique. Et voilà, merci pour votre intérêt, merci pour l'intérêt. Alors, le livre, il se trouve toujours en librairie? Oui. De commander à la maison de la presse. Oui, voilà. Le livre, c'est Brisé de la fin de mon adolescence dans une cellule d'isolement. C'est le sujet. Ce livre est construit autour de l'idée, autour de mes expériences en fonction du degré d'isolement auquel j'étais soumise. Et puis voilà comment toutes les premières situations d'isolement, je les ai bien supportées parce que j'avais toujours des rapports avec les gens autour. Et alors que la dernière expérience où ils m'ont puni et mise dans une cellule d'isolement, quelque chose s'est brisé à moi parce que il y a eu une rupture, et la réalité était beaucoup trop cruelle et je n'arrivais plus à faire face et j'ai senti que absolument tout le monde disparaissait dans mon esprit, pas seulement physiquement, autour de moi il n'y avait personne. Et on m'a enfermée dans cette cellule et je n'ai pas su comment supporter,
Alors, la maison d'édition, parce que c'est important. C'est Laboret Fides, c'est une maison protestante à Genève, où j'habite. D'accord. Et c'est la maison protestante des langues françaises la plus importante au monde, la plus grande. Et je dis bien en langue française. Voilà. Mais bon, il publie principalement des traités liés au protestantisme. Ce sont des ouvrages, la plupart du temps, très, très intéressants, écrits par des théologues. Mais c'est une exception. Vous êtes vous-même protestante? Je ne suis pas protestante. Ma grand-mère était protestante, mais je ne suis... Je n'ai pas de religion. Si, je suis d'origine catholique, mais je n'ai pas de religion moi-même. D'accord. Je ne pratique pas de religion. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour cette maison, pour le directeur de cette maison qui m'a donné la possibilité de publier ce livre. Gladys, merci. Et merci à vous, Nicolas.